Perico Légas, beaucoup d'entre vous, je suppose, le connaissent. C'est un militant de la bonne bouffe, s'il me permet de le décrire ainsi, et un militant de nos terroirs et de nos agriculteurs. Vous pouvez le lire dans Marianne et vous pouvez également le voir maintenant sur CNews, c'est ça? Mais Sonia Mabrouk, c'est sur... oui. D'accord, bon, très bien. Ah, CNews, d'accord, pardon. J'avais pas compris, je croyais que c'était l'inverse. Je suis désolée de cette confusion. Enfin, vous le chercherez et vous le trouverez, j'en suis sûre. Et moi, j'ai perdu ma page, donc je vais la retrouver. Très vite, chers messieurs, je suis né en 64, c'est-à-dire que j'ai grandi en quelque sorte à l'âge d'or de la bouffe industrielle, de la nourriture industrielle, qui était honnêtement, quand j'ai grandi, quasiment la norme. Donc, je le dis, je considère, comme tout le monde, que c'est un progrès dans notre alimentation, qu'on mange mieux, qu'on mange des choses qui sont évidemment plus saines. Simplement, je me pose une question. J'ai l'impression que de cette préoccupation, et qui comporte aussi une préoccupation de notre géographie, très légitime, on est passé à une sorte d'obsession, de religion, de phobie, qui fait que ce qu'on a dans notre assiette est devenu vraiment, pour beaucoup de gens, quelque chose de totalement qui occupe beaucoup de place dans leur vie, au point que certains passent des heures par jour pour ne jamais manger de nourriture transformée. Je me dis, vous allez me dire ça n'a aucun rapport, mais peut-être que ça en a un quand même, j'aimerais qu'on déploie au moins la moitié de cette énergie et qu'on passe au moins autant de temps à se préoccuper de ce qu'on se met dans le cerveau. C'est-à-dire, j'ai quand même le sentiment que, je veux dire, laisser par exemple que les enfants éduqués ou laisser les enfants s'éduquer devant des écrans pendant des heures et des heures pendant la journée est aussi nocif pour l'humanité à terme que ce qu'on met dans notre assiette. Et je me demande quand même si on n'a pas le balancier, n'est pas allé un peu loin, et si aujourd'hui, alors en tous les cas pour les pays où nous mangeons à notre faim, bien sûr, mais on parlera peut-être pas que de cela, est-ce que ça n'est pas un peu exagéré? Et je me tourne vers vous, cher Patrick Caron. Est-ce que vraiment on risque d'être empoisonné à chaque fois qu'on mange? Merci Elisabeth. Bonjour à tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, je préfère être assis ici puisqu'il n'y a plus beaucoup de place dans la salle, et je remercie du coup de l'invitation, puisque la référence est faite à la religion. Je serais tenté de dire que nous avons tous une opinion. On ne peut pas ne pas parler d'alimentation sans avoir une idée, sans avoir un credo, sans se référer à quelque chose et sans véhiculer tout un tas de choses. Et si je serais relativement court, même si j'aimerais bien parler pendant des heures, mais voilà, donc je serais court dans un premier temps. Et si je devais résumer en 30 secondes et perdre la parole après, je dirais on est dans un monde où on vient de passer d'une injonction et d'une croyance et d'un credo de « je n'aurai pas assez à manger » à « on m'empoisonne ». Et les deux vivent encore un petit peu ensemble, se mélangent, et je voudrais essayer de nous amener à dépasser un petit peu ces stigmatisations, à mettre un peu d'intelligence et à voir si on est capable de construire un pacte. Parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'en parler souvent sereinement, avec intelligence, et de dépasser ces querelles de chapelle, qui pour autant ont un bien fondé. Donc avant de me plonger vers demain, qui est le titre, je vais regarder un petit peu hier, avant-hier, et comme cela a été dit, donc je préside ce groupe d'experts sur la sécurité alimentaire mondiale, et donc l'échelle de prédilection va être celle du monde, même si je crois que le titre de la session, qui est, je vous le rappelle, du monde à votre assiette, et que je trouve à la fois pertinent, mais que je vais critiquer de manière provocatrice, parce que ce n'est pas du monde, c'est de notre monde. Et ce n'est pas de votre assiette, c'est de notre assiette. Donc je nous invite à le rebaptiser de notre monde à notre assiette. Et du coup, je replonge un petit peu en arrière, alors à grands pas. Si je repense au film en tout premier lieu, les 10 000 ans en arrière, quand a été inventée l'agriculture, on était sur une limite qui n'était pas très très loin dans l'espace. Elle était aux limites du village, du royaume, mais elle n'était pas en tout cas aux limites de la planète. Et puis petit à petit,
on a augmenté. Alors, je vais faire un grand pas en avant. Je vais reprendre le beau dessin qui nous est, cet homme de Vitruve qui nous est mis là, dont je nous rappelle qu'il a été dessiné en 1490, 2 ans avant qu'on découvre les Amériques. Donc du coup, ce fait-là qui nous amène à redire finalement, ces limites-là, ne sont-elles pas relatives? Et dans le même temps, ces limites-là, dans la mesure où on les pointe, ne sont-elles pas un appel à faire autrement? Et j'en cite 2 références à cet appel à faire autrement et à cette limite qui est toute relative. 1490-1492. La deuxième, c'est 1798. Il y a été fait référence ce matin. C'est Malthus. On était 1 milliard d'habitants. Et Malthus prévoit la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il remarque que la production agricole croît de manière linéaire, alors que la démographie va croître de manière exponentielle. Et il dit ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, on ne va pas y arriver. Et puis, je fais encore un bond en avant, et puis, révolution verte, transformation de l'agriculture, industrialisation de l'agriculture, on passe à 3 milliards en 1900. D'abord, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, on n'a pas assez à manger. 1960, 3 milliards d'habitants, on dit vraiment, là, ça ne va pas le faire. Et puis, en 40 ans, on a été capable, en production calorique, de multiplier par 2,5 la production alimentaire mondiale, alors que la population a doublé, passant à 6 milliards. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Jamais on n'aurait pu imaginer un truc comme ça. Alors on l'a fait comment? Pétrole, chimie, génétique, industrialisation de l'agriculture. Fabuleux. Mais dans le même temps, qu'est-ce qu'on a remarqué? Je pense que Gilles Boeuf nous l'a dit hier, c'est extinction de la biodiversité, problème de paysannerie, et un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. En d'autres termes, on voit bien que ça ne peut pas le faire non plus comme ça. Et qu'on se retrouve devant une autre limite, qui n'est plus démographique. Parce qu'en provoquant un petit peu, on est passé de 3 à 7 milliards, on a pu le faire. 9 milliards, 10 milliards, même pas peur. Même pas peur. La FAO disait, il y a une dizaine d'années, il va falloir, pas uniquement en raison du nombre d'habitants, il va falloir augmenter la production agricole par 100% si on veut nourrir 9 milliards d'habitants. Et puis après, on est descendu à 70. Et puis on est descendu à 60. Tout ça pour dire, ce chiffre-là, il va dépendre essentiellement de ce que nous consommons. Et ce qui devient le principal moteur aujourd'hui, c'est ce que nous avons dans notre assiette. D'où la pertinence de ce que l'on traite aujourd'hui, et d'où la pertinence de regarder entre le global et le local. Puisque, en fait, en augmentant encore la production, ça ne va pas le faire non plus. Biodiversité, changement climatique, tous les désordres et les limites qu'on voit aujourd'hui sur la planète, qui font que dans l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, on a dit, on va vite, on a dit il y a un objectif numéro 2. Et cet objectif numéro 2, c'est d'assurer la malnutrition, la bonne nutrition à tout le monde. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la bonne nutrition, c'est 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, et c'est totalement insupportable, parce que ce n'est pas une question de production, c'est une question d'accès, de pauvreté et de limites, et dans le même temps, une croissance absolument vertigineuse, 2 milliards de personnes en situation de surpoids, 600 millions en situation d'obésité, cette croissance de l'obésité qui n'est plus une différence nord-sud, qui n'est plus une différence des pauvres et des riches, qui atteint absolument tous les pays, tous les continents, et qui nous amène à transformer ces systèmes alimentaires au niveau local, au niveau national, au niveau mondial, si on veut atteindre pas uniquement le deuxième des 17 objectifs, mais l'ensemble des objectifs. Donc l'alimentation, c'est le cœur de notre futur. Il faut passer la parole à Perico, parce que Perico, en somme, ce que vous venez de nous dire, c'est que l'industrialisation de notre alimentation a été le prix à payer pour nourrir toute la planète, pour nourrir toute l'humanité, pardon. Donc, Perico, comment on se sort de là, puisque vous vous battez en quelque sorte contre l'industrie agroalimentaire, disons-le tout net. Donc, est-ce que ça suppose de revenir à une alimentation
très peu transformé, ou c'est quoi votre but? D'abord, ce débat commence très mal. Quand vous avez dit « je n'y comprends rien », vous avez mis le doigt sur le point le plus douloureux. J'ai dit je n'y connais rien. Oui, et vous êtes représentante d'une des intelligentsias les plus brillantes de ce pays. Et vous êtes né en 64. Oui, ça veut donc dire que la bouffe, comme vous le dites, c'était quelque chose de subalterne. Ah oui. Et quand vous êtes né, c'était pas un problème. Miam, miam, glou, glou. C'est-à-dire qu'on est dans la vision anglo-saxonne, on se nourrit. Ah, mais j'ai pas dit que c'était bien. Non, non, les anglo-saxons n'ont pas le mot. Ils ont retiré de la langue anglaise le mot aliment. Nous, nous alimentons avec tous les paramètres sociologiques, culturels, environnementaux qu'il peut y avoir. Les anglo-saxons, le fameux film de Festin Babette, elle leur fait découvrir ce qu'est la sensorialité. Il n'y a pas de sensorialité. Et effectivement, vous étiez dans ce monde contemporain très, très américanisé, très anglo-saxonisé. L'acte alimentaire, c'est remplir le réservoir humain pour avoir une nourriture énergétique. Et on avait oublié qu'il y avait une dimension culturelle et philosophique, peut-être religieuse, dans l'acte alimentaire. L'acte alimentaire, c'est ce qui donne la vie. C'est l'acte de vivre, c'est de respirer, bien entendu, et puis de se nourrir, de s'alimenter. Voilà. La nourriture nourrissait, elle donnait la vie. Aujourd'hui, elle tue. Comment, le paradoxe, pour ça que c'est une religion avec ses clivages, comment se fait-il que cet acte alimentaire qui, durant des millénaires, on gagnait son pain, c'était la révolution du pain, on se battait, la première des revendications sociales, c'était avoir de quoi manger. Et aujourd'hui, que les masses peuvent se nourrir à leur faim, on sait aujourd'hui de façon scientifique que cette forme d'alimentation, son contenu peut tuer. Patrick le disait il y a quelques instants, autrefois, vous vous souvenez, les pauvres étaient maigres. Et c'était la maigreur qui était d'ailleurs la manifestation d'une situation sociale. Aujourd'hui, le pauvre est obèse. Alors, il n'y a plus que lui. C'est vrai que les contenus alimentaires font que même la classe bourgeoise et les riches commencent aussi à grossir. Alors qu'à un moment donné, ils étaient maigres parce qu'ils avaient le sens de la ligne. Or, le pauvre, gorgé de malbouffe, avait des problèmes d'obésité et de surpoids. Et la grande civilisation américaine du progrès, avec tous les paramètres comparatifs qu'on peut avoir par rapport à nous, est une civilisation qui est en panne par rapport à cette obésité due au sucre. Que s'est-il passé en fait? Il s'est passé quelque chose de très simple. Le système néolibéral financier, pour lequel on peut avoir le plus grand respect, ayant besoin de faire des profits de tout, s'est dit, il y a aujourd'hui une économie de l'alimentation qui est une source de richesse absolument incommensurable. On ne peut pas encore facturer l'air. Un jour, peut-être on aura un petit compteur près du poumon, et puis à la fin du mois, on recevra sa facture de vous avez respiré tant de mètres de cubes d'air. Je pense que ça viendra, ils nous le feront de certaine façon. Non. Et ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait faire du fric, est-ce qu'on pourrait faire du profit sur l'acte alimentaire? Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la malbouffe et les conséquences, c'est qu'on a financiarisé l'acte alimentaire. C'est-à-dire qu'au nom du principe qu'il fallait nourrir beaucoup de gens vite et pas cher, le système, l'agro-industrie, toujours le système américain, c'est-à-dire qu'on va faire de la surproduction pour engendrer une surconsommation qui elle-même engendrera des bénéfices et des profits. Et au lieu d'être des êtres humains, et le vrai thème du débat ce soir, est-ce qu'on peut remettre de l'humain dans notre alimentation et dans notre agriculture, et non pas du profit financier? Et le drame aujourd'hui, c'est que l'industrie agroalimentaire a conçu ces protocoles, non plus pour nourrir la planète, mais pour dégager des profits. L'agriculture a été industrialisée non pas seulement pour nourrir les masses, mais pour créer du profit. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation où, pour que les masses défavorisées puissent se nourrir à leur faim, il faut faire de la nourriture bas de gamme, le moins cher possible, produite le plus rapidement possible. Et nous arrivons à des situations où le seuil, autrefois on mourait d'une nourriture pas saine, mal conservée, avec des bactéries. Aujourd'hui, la nourriture est totalement saine sur le plan bactériologique, sur le plan sécurité, mais la dose de chimie qu'on a introduite et de technologie qu'on a introduite dans cette agriculture pour qu'elle soit rapide, pas chère, rentable et qu'elle dégage des profits, fait que nous ingurgitons à longueur d'année des molécules et des toxines qui nous rendent malades. Donc ce qu'il faut tout simplement, c'est remettre de l'humain, faire une agriculture qui satisfasse les besoins de l'humanité en fonction des ressources que la Terre peut donner et créer un équilibre entre l'économie et l'alimentation qui nous permettent d'être dans le durable et non plus dans le profitable. Merci Perico. Avant de vous repasser la parole tout de suite, Patrick, une précision. Est-ce que l'intelligentsia comprend?
Oh bah, bien Voilà, sûr voilà. que non. Je te remercie, Perico. Avant de repasser la parole à Patrick, une précision. Quand tu dis aujourd'hui la nourriture nous tue, je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas entretenir non plus des phobies, c'est-à-dire en même temps que la sécurité la sécurité alimentaire n'a probablement jamais été aussi bonne. Alors c'est vrai qu'il y a eu des scandales sanitaires. À quoi tu faisais allusion? La malbouffe tue. C'est-à-dire que les gens Et qui ont aujourd'hui voilà. soit la connaissance, soit les moyens de faire attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette, quand ils ont cette conscience citoyenne, cette vigilance du consommateur, et nous sommes dans un pays, et justement l'agro-industrie s'en plaint, nous avons des normes, nous avons des réglementations tatillonnes, des exigences politiques, des législations très précises qui disent aux consommateurs on va mettre sur le paquet tout ce qui est dedans. Et on est aujourd'hui, ça sera dans le débat, il y a même des commissions parlementaires et des lois qui sont passées avec le corps médical où on a des codes couleurs. Rouge, il ne faut pas trop en manger, orange un petit peu et un vert un petit peu plus. Pourquoi? Parce que l'abus d'aliments sucrés et d'aliments gras tels que l'industrie l'engendre pour que ça soit plus facile à consommer. Plus c'est sucré, plus c'est facile à ingurgiter. Voilà, ça rend malade. Le seul paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, ton cancer, tu te le payes toi-même. En France, le cancer, l'obésité, le diabète engendré par la malbouffe, elle est payée par la collectivité avec la sécurité sociale au profit du lobby pharmaceutique. S'il y en a un qui dit aux malbouffeurs, surtout, on continue comme ça, c'est les pharmaciens. Ils n'ont jamais autant vendu de médicaments pour soigner la malbouffe. Bon, n'ouvre pas autant de fronts sur lesquels on ne peut pas te répondre parce que je trouve... Ah non, mais ce sont des chiffres, hein, c'est pas des mais considérations. Je trouve ça, pardon, mais je trouve on peut pas te Ah, répondre. le libéralisme en prend un pet, ça je suis d'accord. Mais non, mais on peut pas se jeter en pâture comme ça en disant ce sont... Pierre-Henri, je ne serai pas là pendant les questions, mais je compte sur toi pour répondre à Perico. Je parle de documents médicaux. Tout à l'heure, Patrick. Je parle de documents médicaux. Perico. Je parle de documents médicaux. D'accord, mais maintenant c'est Patrick qui parle. C'est pas parce que tu les as pas lus qu'ils n'existent pas. Non, Perico, s'il te plaît. Non mais c'est pas le fait que je les ai pas lus, c'est le fait, je le dis, je trouve... Bon, enfin bref, les lobbies comme ça, c'est la faute, je trouve ça pas bien, mais passons. Moi aussi. Alors, non, je voudrais poser une question. Je veux bien intervenir dans ce débat. Bah allez-y, alors, voilà. Moi, j'aurais envie de dire, il y a un paradoxe quand même. On n'a jamais aussi bien mangé qu'en ce moment. Disons-le quand même. Deuxièmement, ça dépend qui. Oui, mais après ça dépend. Voilà. Non, mais je vais continuer. On n'a jamais mangé autant et aussi bien qu'en ce moment. Premièrement. Deuxièmement, l'alimentation est devenue le facteur numéro 1 de santé publique, ce qui va un petit peu dans le même sens. Disons-le aussi, y compris devant les maladies infectieuses. C'est-à-dire, entre autres, alors que ce soit les maladies associées à la sous-nutrition ou les maladies associées à la surnutrition, et en particulier surpoids, obésité, qui ne sont pas des maladies en soi, mais qui sont générateurs de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Pour être sûr d'avoir compris, c'est le premier facteur de maladie, de pathologie, c'est l'alimentation. Oui. Mais on n'a jamais mangé aussi bien et on n'a jamais vécu aussi longtemps. Il faut le dire. Donc là, il y a un paradoxe. Et du coup, il faut, je pense, sortir d'une diabolisation de l'alimentation. Moi, je ne peux pas ouvrir un journal et écouter une émission aujourd'hui sans entendre « on m'empoisonne ». Stop ! Bien sûr, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître et dénoncer tous les abus et tout ce qui ne va pas. Il le faut. Je dis pas le contraire. Mais la dénonciation n'est pas suffisante. Et derrière la dénonciation, il faut qu'on arrête. Surtout, j'ai parlé de la démographie, donc le passage à 9-10 milliards. Il y a un autre fait quand même important dans la démographie, c'est qu'on vient de passer à une population mondiale qui est majoritairement urbaine. Et ça fait pas longtemps, hein, ça fait 4-5 ans, à plus de 50%. Et avec cette urbanisation, il y a une distanciation de l'aliment qui s'installe, je crois qu'on va être d'accord là-dessus, qui fait que moi, mes enfants, un nugget, ils ne savent pas si ça vient de... Les carottes ne naissent pas dans les sachets en plastique ? Dans les arbres, ils tombent, voilà. Et bien, donc il faut que nous arrivions à sortir de quelque chose qui relève de la fake food, et qui relève de la croyance pour arriver à remettre de l'intelligence, savoir ce qu'on mange, savoir comment on le mange, savoir l'empreinte que cela peut avoir sur l'environnement, sur la santé, accepter, je sais que ce n'est pas politiquement correct, de payer l'alimentation plus cher,
en intégrant les empreintes, le coût des empreintes, alors indépendamment des marges et de l'équilibre au sein des chaînes de valeur, mais que l'on accepte de prendre en compte l'empreinte sanitaire, sociale et environnementale de ce que l'on mange, pour revenir à quelque chose qui a quand même été l'histoire de l'humanité, qui faisait que, depuis qu'il y a une monétarisation, le budget alimentaire est quand même le premier des budgets. Et bien, il ne l'est plus. Et du coup, ce n'est pas étonnant qu'on voit ce qu'on voit. Et du coup, il faut remettre un petit peu d'intelligence. Et quand moi, ayant travaillé dans le milieu rural, là, je pense qu'on va se retrouver aussi, c'est vrai que j'en ai un peu marre, je pousse un cri, d'entendre les urbains dire « on m'empoisonne », et d'entendre les agriculteurs dire « qu'est-ce que c'est que ces bobos qui ne veulent plus manger de ce que je produis ». Et cette rupture-là, il faut qu'on arrive à lui redonner du sens, à reconstruire un pacte politique autour de l'alimentation. On l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, quand on n'avait pas assez à manger. On peut le faire aujourd'hui pour manger sain et pour que la nourriture saine soit au cœur des équilibres du développement durable de la planète. Eh bien justement, merci Patrick, vous avez prononcé le mot qu'il fallait. Je vous entends, vous nous dites, ça doit être de nouveau le premier budget, ce qui est associé, je pense, pour les gens et dans l'imaginaire des gens, plutôt à une situation de pauvreté, quand l'alimentation occupe notre premier budget. Je vous conseille d'aller dire ça aux Gilets jaunes, là, sur leur barrage. Je ne suis pas sûr qu'ils l'apprécieront. Et Perico, dans le fond, dit qu'il faut accepter de payer plus cher. Alors, je me demande si on est condamné. Non, vous n'avez peut-être pas dit ça, pardon. Alors, je me demande si on est condamné, disons, malgré tout, à une certaine fracture, et si aujourd'hui, en tous les cas, bien manger, c'est quand même, je veux dire, très largement aussi, c'est quand même beaucoup dans des classes plus aisées, comme tu l'as remarqué, et je vous pose la question suite à tous les deux, est-ce qu'on peut nourrir l'ensemble de la planète, l'ensemble de notre pays, en renonçant à ces méthodes, disons, que Perico déplore? Il n'y a que des solutions. Et j'ai cru à un moment donné que mieux manger supposait une dépense supplémentaire. C'est faux. C'est faux grâce aux dérives justement de l'industrie. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions dans une équation schizophrène, surproduction parce qu'il y a surconsommation, donc pour qu'on surconsomme, il faut qu'on surproduise, mais pour qu'on surproduise, il faut aussi surconsommer. Nous sommes donc aujourd'hui dans notre société de consommation, dans l'hémisphère nord, dans le monde industrialisé, nous mangeons trop. Et une des causes des grandes maladies, ce n'est pas seulement la mauvaise qualité de la nourriture industrielle destinée aux pauvres, c'est que nous surconsommons notamment des aliments qui ne sont pas forcément sains. Alors, on surconsomme aussi pourquoi? Parce que depuis mai 68, on a expliqué que l'acte culinaire était un acte avilissant pour la femme, que la ménagère devait sortir de sa cuisine et s'émanciper. Il valait mieux regarder Hanouna le soir, c'est beaucoup plus riche pour l'intellect, que d'aller faire une omelette ou une soupe aux poireaux. Mais ça, voilà. Nous allons tout simplement... Il n'y a que ça que j'ai le droit de faire. Donc je m'en contente, c'est le dernier droit qui me reste à la maison. Mais je le fais mieux qu'elle. Ce qui n'est pas vrai pour le reste. On ne va pas rentrer dans le débat, on le rentrera une autre fois. Il y a une devise simple qui va pas clore le débat, mais qui va créer une nouvelle étape dans ce débat. D'abord, on oppose, Patrick a l'air de dire, il n'y a qu'un système. Il y a des systèmes qui s'opposent. Il y a des systèmes économiques, agricoles. Sans rentrer dans ce qu'on appelle le bio, mais le durable, la FAO disait il y a une quinzaine d'années, si on remettait en culture 33% des terres qui sont en friche autour de la terre, c'était le Sénégalais qui était président à l'époque de la FAO, M. Ndiaye. Diouf. Sous sa présidence, il avait fait une enquête. Si on remettait en culture 33% des terres qui sont en friche autour de la planète, on nourrit la totalité de l'humanité en alimentation d'agriculture biologique. C'est un concept, hein, autre chose est dit. La devise, elle est moins mais mieux. Nous allons réduire notre quantité d'aliments inutiles que nous suringurgitons. On a besoin en gros de 2000 calories par jour. Il y a des gens qui sont à 3000, 3500, ça dépend. On va réduire cette surconsommation issue d'une surproduction et avec l'économie engendrée par cette restriction de quantité, nous allons pouvoir payer un peu plus cher une nourriture donc mieux produite, plus respectueuse de l'environnement, plus saine, et à la fin du mois, on ne dépense pas un centime de plus. Je prends l'exemple de la viande, parce que nous avons le débat vegan et végétarien. Ils ont raison. On mange trop de mauvaise viande, trop
trop de viande, trop de mauvaise viande. Donc, au lieu de faire, je prends un chiffre, une valeur objective, 15 ou 20 kilos de viande par mois, je vais réduire à 12 ou 10 kilos. Et au lieu de la payer 3 €, c'est-à-dire une viande dégueulasse, élevée avec du tourteau de soja OGM, abattue dans des conditions monstrueuses, c'est-à-dire une viande industrialisée, je vais acheter de la viande française nourrie à l'herbe dans une prairie élevée par un paysan proprement abattu. Je vais la payer 6 € le kilo au lieu de 3 €, mais comme j'aurais réduit de 40% ma quantité, et il y a tellement d'autres choses à manger, des légumes, enfin, la diversité alimentaire elle est formidable grâce à l'agro-industrie qui nous propose un panel alimentaire formidable. Donc cette restriction de quantité qui me fait du mal, je vais me soigner en mangeant moins et j'aurai une meilleure qualité alimentaire qui fait que je ne dépenserai pas un seul centime de plus à la fin du mois. Il faut juste refaire un peu la cuisine à la maison. Est-ce que vous nous confirmez toutes ces bonnes nouvelles, hein? Est-ce qu'on peut vraiment faire du bio pour tout le monde? Est-ce que c'est envisageable? Faire du bio... Bon, déjà, j'ai pas dit, et je ne le pense pas, qu'il y a un seul système et qu'il y a une dichotomie entre systèmes. Je pense qu'il y a effectivement une diversité, et j'en donnerai juste une illustration. Rappelons-nous quand même que tout ne fonctionne pas comme en Europe et que on a parlé de l'Afrique tout à l'heure. Je parlais du monde développé, Patrick, évidemment. Voilà. Et donc, du coup, il y a bien une diversité dans le monde et il y a bien une diversité à la fois de formes de production et de formes de consommation. Là où je rejoins complètement Perico, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, l'acte de consommation est bien au centre de ce qui va faire repenser l'acte de production. Alors qu'on a pensé le contraire pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies. C'est-à-dire qu'en fait, on était tellement omnubilé par le fait de produire plus que du coup, on a produit plus, y compris toutes les dérives de formes d'organisation dénoncées par Perico. En baissant les prix par la grande distribution. Voilà. C'est ça le fléau. Mais là, bien sûr. Sur la tendance baissière et sur la manière dont il y a eu concentration au sein des chaînes de valeur et du coup une répartition injuste de la valeur, là on se rejoint bien. Par contre, moi je milite pour que, alors d'accord aussi sur le fait que dans beaucoup de pays on est en surconsommation et que l'acte de reconsommer, de consommer autrement peut transformer tout ça. Perico, dans d'autres instances, parle de voter. Moi, j'avais entendu au Brésil manger... Mon émission s'appelle Manger, c'est voter. Manger, c'est voter. Manger citoyen. Au Brésil, j'avais entendu manger, c'est un acte politique. Oui. Et je suis complètement d'accord. C'est un acte politique et citoyen. Et, donc, et même en sortant de la parabole religieuse, donc là, je rejoins. Je pense néanmoins qu'il faut qu'on repense, le coût de l'alimentation. Et le coût de cette alimentation, vous avez tous applaudi quand il fallait payer moins cher. Moi, je suis désolé, je remaintiens le fait qu'il y a une empreinte sanitaire qui paye pour l'empreinte sanitaire et que ce n'est pas uniquement en opposant ce coût-là aux marges qui sont faites au sein d'une organisation qu'on peut par ailleurs discuter, voire critiquer, qu'on va résoudre le problème. Il faut que l'on reprenne conscience de ce que l'on mange, et là je pense qu'on se rejoindra, reprenne conscience de ce que l'on mange, de ce que cela produit et de la manière dont c'est pris en charge politiquement et socialement par chacun d'entre nous. Et ça, il faut qu'on se le mette sur la table en arrêtant d'opposer des empoisonneurs et des gens qui sont empoisonnés. Absolument. Ça fait 40 ans qu'on nous explique consacrez le moins d'argent et le moins de temps possible à votre alimentation, puisqu'on met à votre disposition des produits industriels prêts à digérer, quasiment. Voilà. Non, consacrons le plus d'argent possible et le plus de temps possible à notre alimentation, car en dépend l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, la santé de nos enfants, notre environnement, l'avenir de nos agriculteurs, qui sont des gens fondamentaux dans l'histoire et dans la sociologie d'un pays. Et on a négligé l'acte alimentaire parce qu'on nous a dit c'est tellement technique, c'est tellement pratique, il y a juste qu'à l'ingurgiter parce qu'il est prêt à consommer. Le congelé, le plat transformé et le micro-ondes étaient des dépannages autre part. C'était un dépannage. On ouvrait une boîte de conserve de temps en temps. Perico, c'est bien gentil de regretter le temps où effectivement les femmes passaient tellement de temps dans leur cuisine à préparer des bonnes soupes aux poireaux. Oui, mais je veux dire, il me semble que c'est pas si simple de dire que c'est une régression, qu'on consacre moins de temps à cela. Hein, pardon. Les conséquences d'avoir négligé ce temps consacré à l'acte alimentaire de qualité
amène aujourd'hui un fléau environnemental. Nos paysans sont ruinés et on a des maladies. Je regrette l'époque où il n'y avait pas de limitation sur l'autoroute. Je pouvais rouler à 200 km/h. Et des sauvages l'ont mis à 130 et maintenant 80. Patrick va me répondre. Vous vous rendez compte, ça économise des vies. Elisabeth Lévy, ça économise des vies de réduire la vitesse. Est-ce que Patrick, vous allez me dire, est-ce qu'il y a plus de maladies aujourd'hui? Et par ailleurs, je vous pose une question, je n'ai pas compris quelque chose. Si j'ai bien compris, on a déjà eu des phases où on s'est mis à moins manger. Vous dites aujourd'hui, on mange trop. Mais il me semble, quand on regarde dans Balzac ou dans Zola ou dans n'importe quel roman du 19e, la description des repas, on n'a pas l'impression que les gens mangeaient moins. La classe bourgeoise. Bon, le peuple crevait de faim. Aujourd'hui, le peuple crevait de faim, mais il est obèse. C'est ça où j'ai un problème. On empoisonne les pauvres avec de la surbouffe dégueulasse, alors que les riches sont ceux qui font des cures alimentaires et qui mangent des produits. Vous appelez Patrick Caron? Pardon, Patrick. Mais c'est bien de faire vivre le débat, moi j'aime bien ça. Bon, du coup, moi je ne comparerais pas les maladies anciennes aux nouvelles. On les a déplacées. Avant, on mourait de microbes dans l'eau. On a oublié un peu ça quand même. Avant, on mourait de microbes et de maladies infectieuses ou toxi-infectieuses dans certains aliments. On l'a un peu oublié. Il y a un peu de salmonelle dans le lait quelquefois chez les industriels, mais c'est accidentel. Mais non, mais il y en a, mais par rapport à... C'est les bébés, c'est pas grave. Par rapport à ce que c'était. Par rapport à ce que c'était. Par rapport à ce que c'était. Non, non, on l'a oublié. Par contre, oui, diabète, maladie cardiovasculaire, oui. Et donc, on est bien sûr... Mais on les a déplacés. Et en même temps... on est bien d'accord, ce n'est pas uniquement sur le fait de produire plus qui réglera les problèmes de sous-alimentation. On en a relativement parlé. On s'est plus tourné sur les problèmes de surnutrition, là. Mais les 800 millions de personnes qui meurent de faim alors qu'on a assez au niveau mondial pour alimenter tout le monde, c'est totalement inacceptable. Et ça, ce n'est pas un problème de production. C'est un problème d'accès, et ça vaut aussi bien au Yémen, dans la Corne de l'Afrique, que dans le métro parisien. Et donc, ce qu'on a de nouveau à voir aujourd'hui avec l'acte alimentaire, c'est la coexistence de ces différents fléaux. Et ça appelle à piloter l'alimentation, à avoir un ministère de l'alimentation, à faire de l'alimentation quelque chose qui se gouverne, tant au niveau local, par des actions appropriées, qu'au niveau national, par des politiques appropriées, et au niveau mondial, par des standards, des cadres. Le dernier rapport qu'on a fait là, du HLPE, le groupe d'experts, donc le nom barbare HLPE, c'était justement de dire il nous faut absolument, au niveau international, des règles, des lignes directrices, des cadres qui nous permettent de penser une alimentation saine. Et on a parlé alors d'environnement alimentaire, c'est-à-dire, en fait, s'alimenter, ce n'est pas une question uniquement d'offre et de demande au niveau individuel. C'est aussi un ensemble de facteurs qui impactent sur l'alimentation. C'est la publicité, c'est les taxes, c'est les subventions, c'est tout un tas de choses qui font que l'acte alimentaire est un acte social, pas un acte individuel, et qu'on peut agir en tant qu'acteur public dessus. Et pour ça, eh bien oui, au niveau international, au niveau national, au niveau local, il nous faut changer profondément les choses et pas partir uniquement de l'acte productif. Sur les, peut-être avance un tout petit peu, il nous reste quelques minutes, donc sur d'éventuelles le problème est ce qui défraye l'actualité, la croissance économique et la croissance démographique. 7 milliards d'habitants, on en est à faire des COP 21, 22, 23, 24. Un jour, on fera des COP alimentaires. La façon dont on exploite cette planète pour nourrir une démographie galopante va à un moment donné poser un problème environnemental grave. Donc toutes les solutions que vous avez... Non, au contraire. Non, je dis que là, il est temps, les chefs d'État se réunissent dans des villes pour dire attention aux problèmes climatiques, ça va poser un problème pour l'avenir de l'humanité. Un jour, ils se réuniront pour savoir, attention, il va y avoir des problèmes de nutrition et d'incidents de l'industrie agroalimentaire sur la planète. Il va falloir le penser autrement. Donc, il faut respecter le discours de Bayeux de 1946 du général de Gaulle. Déjà, il dit, et pensons à notre bonne vieille mère, la Terre. On est en train d'abîmer la planète Terre, pas seulement avec l'industrie chinoise et américaine, avec les formes d'agriculture qui ravagent, qui pompent l'eau. Avec ces formes d'agriculture, les feedlots américains, on est toujours dans une société de surconsommation. Donc aujourd'hui, la classe politique doit mettre en avant, avec les problèmes de sécurité, les problèmes d'emploi, la question alimentaire. La surconsommation alimentaire aujourd'hui
dans le monde développé, je dis bien, et c'est une confrontation avec les pays où on meurt encore de faim, va conduire l'humanité à sa perte. La fin de l'humanité, ça ne sera pas Armageddon avec un satellite qui viendra ou une glaciation, ça sera la surconsommation de cette planète, la surexploitation de ses ressources naturelles, fait qu'on aura plus de quoi manger, plus de quoi boire, il y aura des zones qui seront totalement désertiques. Donc aujourd'hui, ce que je dis à chacun, nous ne pouvons plus, malgré Elisabeth Lévy et Natacha Polony, qui nous y incitent, nous ne pouvons plus peser sur les grands enjeux culturels, politiques, internationaux, financiers. C'est Wall Street qui décide, c'est les GAFA, nous le savons. Il y a un secteur sur lequel, petits citoyens français que nous sommes, petits consommateurs, nous pouvons actionner des leviers, ce sont les 3 actes alimentaires de la journée. Nous sommes 67 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a 198 millions d'actes alimentaires par jour sur le sol français. 5 milliards 490 millions par mois, 73 milliards d'actes alimentaires par an en France. Si 15 ou 20% de ces 72 milliards font attention, qu'est-ce que je mange, d'où ça vient, qui l'a produit, est-ce que ça respecte l'environnement, est-ce que ça enrichit mon pays, est-ce que ça fait du bien à ma santé, est-ce que ça protège mon agriculture, c'est un bouleversement de la donne économique qui résout en partie la crise économique. Mais pour ça, il faut que le consommateur devienne un citoyen responsable, et quand il met dans son assiette quelque chose, c'est un acte politique. Bien. Ce que tu appelles des actes alimentaires, ce sont des repas. Donc, des repas. Patrick. La bouffe. 2 points. Le premier, 800 millions de personnes qui souffrent de la faim encore, c'est inacceptable et il faut vraiment le prendre au sérieux. Ça fait 40 ans qu'il y a 800 millions, alors chaque année on dit un peu plus, un peu moins. C'est stable, c'est inacceptable. C'est pas de la faute du paysan français qui se pend ruiné par Lactalis, hein. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas la faute du paysan français qui est ruiné. Si je peux, ma deuxième conclusion. L'autre, c'est, je suis d'accord, de toute façon on est d'accord là-dessus, sur la surconsommation, c'est au cœur des équilibres de la planète et il faut le prendre sérieusement. Mais après, par rapport à l'intervention de Perico là, à l'instant, moi, je pense qu'on n'arrive pas, et j'en suis désolé, à rediscuter de manière calme, posée, sans tomber dans des querelles de chapelle de cette question-là. C'est absolument nécessaire. Il faut y aller. Et il ne faut pas continuer à se traiter les uns les autres d'empoisonneurs, à polémiquer autour de ça. Les dénonciations sont nécessaires, mais il faut dépasser ces dénonciations pour arriver à construire l'art de débattre. Et on est bien là, au cœur de la démocratie. On est bien là, au cœur de notre avenir demain. Citoyens français, refaites la cuisine. Voilà. Consommez des produits de saison locaux, travaillez chez vous. C'est pas un meeting. Non, mais je dis la solution, c'est je prends un homme politique, dirais, voilà. Donc on fait la cuisine à la maison, parce qu'autour de la table bien mise et bien faite, il y a plus d'amour que de guerre. Bon, en tous les cas, merci à tous les deux qui avaient illustré cet art du débat. Je vous remercie évidemment à tous. Vous aviez donc compris qu'il fallait manger moins également. Moins et mieux. Et je vous prie de m'excuser car je ne serai pas là pendant la séance de questions, mais vous ne m'en voudrez pas car je vous laisse dans l'excellente compagnie de Natacha Polony, que je vous demande d'applaudir. Voilà. Et qui, comme vous l'avez compris, ne fait pas la soupe aux poireaux. C'est Perico qui l'a fait. Voilà. Merci à tous et à l'année prochaine, je l'espère.